Toi, là, présentement, tu m'écoutes, tu te demandes, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est pour moi? Avance, inscris-toi, viens t'en faire ton tour à Expo Entrepreneur. On fait comment pour Expo Entrepreneur cette année? Du 100% virtuel, hein. Mais enfin, il va quand même falloir réfléchir à un bel endroit pour enregistrer les conférences. Ah, j'ai une idée. Salut Nima. Ouais, je pense que tu vas aimer ça, regarde. Waouh, c'est super. J'adore. On réserve du 15 au 19 mars. On a reçu un courriel de Benji. Le site Internet est prêt. Tu crois pas qu'il manque quelque chose? Oui, t'as raison. On rajoute ça. Entrepreneurs du Québec, entrepreneurs de Montréal, nous avons besoin de vous. Des gens audacieux, des gens créatifs. Modèle, dynamique, fonceuse, déterminée, novatrice, rigoureuse, généreuse, passionnée. On a tous un rôle à jouer. Jouez le vôtre. Inscrivez-vous. Semaine complète, au mois de février 2019 environ, j'ai décidé d'appliquer pour la bourse Pierre Péladeau, puis ça a été très fructifiant pour nous. Votre équipe est récipiendaire cette année d'une bourse Pierre Péladeau d'un montant de 100 000 $. Wow, méchant chef. Bonjour, ici Pierre-Olivier Zappa, en direct de la Société des arts technologiques de Montréal et bienvenue à cet événement Expo Entrepreneur 2021. C'est avec plaisir qu'on m'a confié le mandat de discuter d'innovation aujourd'hui. L'innovation au cœur de la résilience québécoise. C'est un sujet brûlant d'actualité. On a vécu des derniers mois de profonds bouleversements au Québec. En fait, on dit qu'une entreprise sur deux a dû modifier son modèle d'affaires pour répondre aux nouvelles circonstances et aux nouvelles exigences du monde qui nous entoure. Et c'est avec plaisir qu'on vous propose un format en 2 étapes aujourd'hui pour ce panel. D'abord, une entrevue avec l'entrepreneur Judith Fetzer, suivie d'un panel qui va porter sur l'innovation. On va être pratico-pratique aujourd'hui, donner des trucs, partager des idées, vérifier peut-être si on est sur la bonne voie ou la mauvaise voie. Quel est le rôle d'un mentor en entrepreneuriat? Ce sont quelques-uns des enjeux que nous allons aborder. D'abord, je vais vous présenter notre première invitée aujourd'hui. C'est une entrepreneure qui a l'innovation et la créativité dans le sang. Elle s'appelle Judith Fetzer et en 2014, elle a fondé la première entreprise de prêt à manger au Canada. Vous savez, ces fameuses boîtes, plusieurs d'entre vous les avez peut-être découvertes durant la pandémie. Judith a cofondé l'entreprise Cookit, qui est devenu un géant du prêt à manger au Canada. Elle a eu l'idée avant les autres, ça s'est avéré une excellente idée, elle a réussi à la propulser et c'est avec elle d'abord que nous allons jaser d'innovation. Bonjour Judith. Bonjour tout le monde. Bonjour Pierre-Olivier. Bien content d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un plaisir de pouvoir discuter avec toi d'innovation parce qu'en 2014, tu as eu cette idée du prêt à manger. Parle-nous d'abord de cette idée que tu as développée et comment as-tu su que cette idée, c'était la bonne, qu'elle était porteuse et que tu pourrais la faire avancer? Oui, bien, avec grand plaisir. Je veux juste apporter une petite nuance, c'est le prêt à cuisiner. Il reste juste à le cuisiner. Le prêt à manger, c'est ce qu'on retrouve en barquette. Il manque un petit peu l'apprentissage culinaire et la fierté. Mais c'est ça. Donc, Cookit, c'est une entreprise qui a été fondée en 2014, dans une période de ma vie où j'avais eu la chance d'assister à plusieurs démarrages d'entreprises où je n'étais pas aux commandes, mais j'avais un peu compris comment on pouvait bâtir une entreprise. Et en fait, l'idée m'est venue vraiment d'une problématique. Je voulais me lancer en entrepreneuriat. Et je cherchais un modèle d'affaires, un angle à attaquer.
Moi, en fait, je viens d'un milieu où l'alimentation, ma mère m'avait élevée sur une lasagne puis sur du pâté chinois. Là, fait que j'avais pas un gros bagage culinaire, mais d'un autre côté, j'avais voyagé dans tous les pays du monde. Je tripais sur la gastronomie. Donc, il y avait vraiment une grosse dichotomie entre ce que je savais faire et ce que je voulais manger. Et donc, ma problématique, c'était à tous les jours d'arrêter peu importe ce que je devais faire à chaque fois que j'avais faim pour faire 1 heure et demie de recherche sur Internet, aller à l'épicerie. Puis je me disais, ça n'a pas de bon sens qu'il n'existe pas une meilleure solution qui est plus adaptée vers le consommateur. Dans le sens que, moi, je me disais, si je pouvais juste aller sur le site de Ricardo puis télécharger ma bouffe, ça serait comme bien correct avec moi. Donc, je suis partie de cette problématique de l'affaire-là et c'est comme ça puis je me disais, je ne dois pas être seule qui vit ça. Puis, donc, c'est ça. Donc, je suis partie de cette problématique d'affaires-là. Et, c'était mon 27e plan d'affaires que j'écrivais à ce moment-là. Et, quand j'écrivais mes plans d'affaires, je commençais pas, je faisais pas un rapport de 40 pages sur chaque idée que j'avais, mais je partais vraiment avec une idée d'affaires, comme une boutique de thé, ce qui était très original à l'époque. Là. Mais, mettons, une boutique de thé, puis comment... puis là, je continuais à bâtir comme plus sur un modèle de Canva d'affaires, où je commençais à développer, puis à me poser des questions, puis à voir qui seraient mes fournisseurs, puis comment je ferais la mise en marché, puis du moment que... Puis je continuais de pousser cette idée-là jusqu'à temps que j'arrive comme à « Ah non, ça n'a pas de bon sens », puis que je chiffonne la feuille, puis je la mette aux poubelles. Et avec Cookit, il n'y en a jamais eu de ça. J'ai eu des doutes sur moi-même. Est-ce que je suis la bonne personne? Pourquoi moi, ça marcherait? Mais sur le modèle d'affaires en tant que tel, j'en ai jamais eu. Pour moi, c'était comme tellement innovateur de partir de l'alimentation, transférer ça en e-com. Fait que c'est ça. Et au tout départ, Judith, est-ce qu'il y avait une crainte de se dire « je vais me frotter à des géants de l'alimentation qui ont les reins solides », on pense au Provigo, au Métro, au IGA de ce monde, qui auraient les moyens d'exploiter cette idée et de la propulser. Alors, comment on s'y prend justement pour mettre ces craintes-là de côté? Ben, tu ne peux pas vraiment les mettre de côté, il faut que tu vives avec. Mais moi, je me souviens, pendant que j'étudie à ce moment-là, je fais mon bac en administration des affaires à l'UQAM, puis la question que je me pose, c'est, bien, tu sais, IGA, c'est déjà lancé depuis 10 ans, ça ne marche pas, pourquoi moi, ça marcherait, tu sais? Et ça m'a pris beaucoup de recul après pour comprendre que, tu sais, justement, l'innovation, quand ça marche bien, tes affaires, tu n'as pas vraiment le goût que ça vienne tout perturber ton modèle d'affaires. Si on prend les grosses épiceries, ils ont du real estate là, à rentabiliser. Pour eux, c'est complexe, toute cette logistique-là de e-com, là, c'est rajouter une couche de complexité. Fait que quand tu es rendu une grosse organisation comme ça, l'innovation, c'est le fun, mais c'est vraiment compliqué. Là. C'est de mettre ça en branle et tout. Tandis qu'un petit joueur comme un nouveau arrivant sur le marché, bien lui, il n'y a pas toute cette complexité de communication, de rassembler 40 personnes qui sont full occupées dans une même salle. On peut être 2, 3 à travailler sur un problème, puis travailler très, très fort, puis il n'y a pas de problème de communication, il n'y a pas dans le sens que ça va bien. Donc, puis ça, je le vois même avec Cookit. Il y a une différence entre l'agilité de Cookit il y a 5 ans et l'agilité de Cookit aujourd'hui. C'est pas mal plus complexe de lancer des affaires maintenant. Oui, on est une plus belle gang, on a plus de compétences. Mais barouette, des fois, je me sens moi-même dans un jeu d'auto-tamponneuse. Donc, j'imagine pas une grosse organisation. Donc, oui, ils ont les ressources, oui, ils ont l'expertise, et oui, ils ont beaucoup de connaissances, mais d'un autre côté, ils n'ont pas comme, la volonté. Quelqu'un qui a le goût de manger les bandes d'un entrepreneur qui vient de lancer sa business, il n'y a pas le même niveau d'énergie non plus. Là. Donc, il y a beaucoup de... Pour la petite start-up, même dans des marchés compétitifs, il y a de la place. Je trouve ça intéressant, Judith, que tu abordes justement la différence entre gérer une start-up, une jeune pousse, et gérer une PME qui est à un niveau de croissance peut-être plus avancé. Comment on fait justement pour que l'ADN, et si cet ADN-là est imprégné d'innovation, de créativité, demeure la même à toutes les étapes de la croissance? Parce que c'est certain que diriger un pédalo, c'est pas mal plus facile que diriger un paquebot. Mais comment on fait pour que ce paquebot-là reste quand même agile et flexible? Ben, je ne sais pas si j'ai une réponse secrète pour l'instant, une réponse miracle, parce que j'ai vraiment les pieds dedans, présentement. Je suis comme dans ce problème-là
où Cookit, l'année passée, c'était peut-être 100, 200 employés. Pour rendu là, un an, jour pour jour, on était peut-être à 300 employés. Mais puis aujourd'hui, parce qu'on est environ 700, il y a vraiment une multiplication de tout. Donc, chose certaine, c'est tellement profond dans notre ADN. Nous, on a vraiment fait le pari d'être comme à la quête du produit parfait. C'est vraiment le pledge que toute l'équipe a fait. Je pense qu'on... Okay, ma réponse va avoir 2 temps. Avant, pour nous, c'était tout... Il fallait que tout arrive tout de suite. Attention. Mais il fallait que tout arrive tout de suite. Puis si on n'innovait pas tout au grand complet, c'était comme pas assez. Ça, c'est parti un peu dans le sens que c'est pas très... C'est difficile de faire ça comme au quotidien, là, surtout. Ouais. Maintenant, l'approche qu'on a, c'est vraiment comment on fait pour innover au quotidien, comment on fait pour... C'est beaucoup d'amélioration continue, mais c'est vraiment la quête du produit parfait. Je pense que une valeur que les 700 employés chez Cookit partagent, c'est ça, c'est comment faire un meilleur produit, plus adapté à notre client, plus adapté avec les réalités environnementales, mettre plus de l'avant les produits locaux. Et ça, c'est des petites choses qu'on fait au quotidien, qu'on se pose des questions, qui font en sorte que le produit d'aujourd'hui, le produit d'il y a 3 ans est, ma foi, complètement différent. Et entre aujourd'hui et les 3 prochains, dans le sens qu'on va être vraiment ailleurs aussi dans 3 ans. Donc, on essaie de le voir moins comme un big statement ou ce qui, souvent... Ouais. Quand on a lancé le Meal Kit, on s'est fait beaucoup taper sur les doigts avec l'emballage. Puis là, on a fait plusieurs analyses de cycle de vie et tout, ce qu'on vient à la comparaison que finalement, entre acheter tes champignons juste à temps avec Cookit puis qui viennent emballer, puis à l'épicerie, au moins, tu n'as pas le gaspillage alimentaire que tu ne ramènes pas sur la table parce que dans le modèle traditionnel, c'est 30% dans les frigos des gens et dans les épiceries qu'on jette en ingrédients périssables et pas périssables. Mais donc, on se faisait beaucoup taper parce qu'avec toute l'innovation, il y a aussi la résistance au changement, dans le sens que là, on venait perturber les habitudes de consommation des gens qui n'avaient pas innové depuis les 50 dernières années. Donc là, pourquoi je m'abonnerais? Pourquoi une boîte? Pourquoi un abonnement? Là, tu avais Monique de Saint-Jérôme qui se prononçait comme quoi elle n'avait pas besoin de ça pour faire un repas, puis ça a été qu'on a connu comme l'époque très difficile pour l'équipe à cuisiner, où il y a eu 2 ans de « Mon Dieu Seigneur, pourquoi on change? Là, ça allait bien, l'épicerie, là, tout était correct. » Puis là, on le voit que tranquillement, pas vite, les gens commencent à s'habituer. Puis, OK, parfait. Oui, on a chamboulé les habitudes de consommation. Puis, la pandémie, ça a accéléré ça fois 3 millions, là, donc, c'est ça. Avec tout changement, il y a de la résistance au changement, mais, surtout quand on arrive avec une offre ou en fait une technologie de rupture. Et dans votre cas, c'est de numériser une partie de notre expérience alimentaire. Vous nous parlez du quotidien, de cette quête de la perfection, mais avec cette quête d'arriver avec un produit parfait, il y a aussi des erreurs de parcours, des petites, des moyennes, des grosses erreurs. Quelle est l'importance de faire des erreurs quand on innove? Elle est primordiale. Nous, il y a peut-être 3 mois, 4 mois, on s'était dit, là, on n'en fait plus des erreurs. Là, comme quand on lance des affaires, là, si on change des affaires au site web, là, tant que c'est plus parfait, on ne peut plus y toucher. Mais ça, ce que ça a fait, là, c'est que ça a créé une genre de paralysie. Puis avant, on était très en mode MVP, là, pour ceux qui sont dans le domaine startup connaissent bien, là, c'est ton minimum viable product, où le but, c'est d'amener quelque chose le plus rapidement au marché, puis après ça, de faire des itérations. Mais ça marchait super bien dans l'environnement startup, mais à un moment donné, avec 35 000 clients puis avec une certaine notoriété, tu ne peux plus vraiment te permettre d'essayer de lancer quelque chose puis ton site web. On a déjà, mettons, j'ai des anecdotes là, que ça faisait 3 mois qu'on a lancé Cookit, puis on a fait des doubles ou des triples facturations. C'est correct quand tu as 15 clients à gérer puis tu peux les appeler personnellement sur leur téléphone cellulaire. Mais si jamais on faisait ça aujourd'hui, ça serait une catastrophe. Là, vous imaginez facturer 35 000 clients en double.
j'aurais un très beau yacht au Mexique, là, mais eux, ils seraient vraiment pas contents, puis ça serait vraiment un gros risque réputationnel pour Cookit. Donc, tu sais, quand tu mets tout ça, donc ça fait une genre de paralysie. Fait que là, ce qu'on a vraiment fait, c'est identifier les choses, tu sais, mettons la sécurité, tu n'installes pas avec ça la sécurité informatique, alimentaire, tu sais, donc tout ça qui touche à l'innovation dans ces secteurs on ne peut pas impacter le consommateur, ça, on est beaucoup plus de procédural. Mais pour tout le reste, on se donne vraiment le droit à l'erreur. Cookit, c'est une business d'opération. C'est 14 nouvelles recettes par semaine qu'on crée en cuisine, qu'on va créer les fiches recettes, qu'il faut prendre les photos, qu'il faut implanter sur le site web. Après ça, il faut faire l'approvisionnement de ces 14 fois 12 ingrédients-là en juste à temps partout au Québec, en Ontario. Après ça, tout assembler ça, mettre ça dans une boîte, c'est différents formats, différentes recettes pour tout le monde. Donc, je ne vais pas dire que c'est un cauchemar logistique, là, mais c'est d'une complexité logistique incroyable. Et c'est ça. Donc, quand tu as un modèle d'affaires comme ça, à un moment donné, il faut que tu te donnes le droit à l'erreur parce que la gousse d'ail, il y a des bonnes chances que tu vas en oublier une fois de temps en temps. Tu essaies que ce soit pas le steak ou la poitrine de poulet parce que là, c'est plus fade comme repas. mais à un moment donné, c'est comme... Si on se plonge dans vos brainstorms, dans vos pitchs, dans vos réunions chez Cookit, quelle est la proportion des projets qui sont lancés, qui font l'objet de discussions et qui finalement n'aboutissent pas? Moi, je dis tout le temps que c'est à peu près, pas qu'ils aboutissent pas, mais qu'il y a toujours, moi, je dis tout le temps qu'il y a 98% des projets qu'on lance qui ne fonctionnent pas dès le début. Puis, je vais clarifier ma pensée, OK? Moi, je lance Cookit en 2014, le 2 juin 2014, OK? Dans mes prévisions d'affaires, je vends à peu près 400 boîtes cette semaine-là. J'ai une database d'à peu près 800 courriels. Je me dis que je vais en convertir la moitié. Ha, ha, très drôle. Finalement, je vends 3 boîtes cette semaine-là. Ça nous aura pris comme 2 ou 3 ans avant d'avoir un certain traction. Tu sais, la première année, on a fait 92 000 de chiffre d'affaires en 1 an. Là. Le temps, là, c'est très long dans ce temps-là. Puis après ça, la deuxième année, on a fait 300 000 de chiffre d'affaires. Tu sais, on a réussi à tripler Cookit, mais quand même, là, tu sais, vendre 300 000 en alimentation sur 1 an, là, c'est pas des grosses ventes. Là. Tu te high-five pas souvent à cause de la croissance. Donc, même Cookit étant lui-même un projet... Ben, tu sais, si après 2 semaines, je me dis, ça marche pas, les Québécois sont pas intéressés, Cookit aujourd'hui n'existe pas, tu sais. Donc, c'est vraiment de fine-tuner. Tu sais, quand l'équipe a vraiment compris que justement, tu sais, il y a certains projets qu'on lance qui ont zéro traction, qui n'ont pas d'impact, mais que nous, fondamentalement, on aime vraiment beaucoup, puis, tu sais, qui est proche de nos valeurs, ces projets-là. On va continuer à les fine-tuner en espérant que ça marche éventuellement, puis que, tu sais, les clients, toutes les parties prenantes, ils voient autant de valeur que nous. Il y en a qu'on va lancer aussi, puis que finalement, on se rend compte avec que c'était une idée de merde, tout simplement, puis ça s'en va dans les cimetières les idées, puis c'est bien correct comme ça. Puis, tu sais, des slam dunk, là, qu'on se dit, OK, on lance quelque chose, on travaille dessus pendant 3 mois, là, comme, moi, comme il n'y en a pas, là, ça n'existe pas. Là, pour moi, c'est une légende urbaine. Il y a tellement d'histoires d'entrepreneurs qu'on a comme l'impression que c'est des overnight success, que, mon Dieu, t'as lancé ça, puis non, non. Prends ton mal en patience, puis travaille. Judith, parlons de l'importance du mentorat lorsqu'on est dans une dynamique d'innovation. Il y a une grande partie de l'innovation qui relève de l'intuition, d'avoir une bonne idée, d'y croire, mais il y a l'importance d'être bien entouré, surtout pour de jeunes entrepreneurs qui sont en démarrage ou qui sont encore au stade de la réflexion. Vous avez plusieurs mentors. Un des plus médiatisés, c'est probablement Alain Bouchard, qui est cofondateur, président exécutif de Couche-Tard, d'Alimentation Couche-Tard. Alain Bouchard, dans votre vie d'entrepreneur, qu'est-ce qui l'a changé? Tout. Ma crédibilité, je pense que ça l'a changé en premier lieu, ma crédibilité envers moi-même. Tu sais, ça fait comme trop... Tu sais, on a lancé Cookit en 2014, je me fais adopter avec Adopting, qui est une initiative de Anne Marcotte et Nick Duve, financée par Desjardins. Puis je me fais adopter par M. Bouchard. Tout change à ce moment-là.
parce qu'on m'accorde beaucoup plus de crédibilité. Là, maintenant, je ne suis plus juste Judith, je suis Judith, l'adoptée de M. Bouchard, que dans les plus gros fonds d'investissement, peu importe, je veux un meeting, c'est rendu facile. Vraiment, toute la dynamique change. C'est un cadeau du ciel. Là. Je sais que ça n'arrive pas à tous les entrepreneurs, là, mais moi, je remercie le ciel à chaque jour depuis que c'est arrivé. Puis, tu sais, justement, je trouve ça drôle. Puis là, mes amis qui vont parler un petit peu après, qui vont décortiquer un peu l'innovation pour les gens, pourront peut-être en parler un peu. Mais tu sais, il y a l'innovation de produits. Puis là, je m'avance, puis je connais absolument pas la théorie. Mais mettons, M. Bouchard, ce qu'il amène dans Cookit, c'est, tu sais, même moi, je commence à me prendre plus au sérieux. Je me fais plus prendre au sérieux. Je deviens plus ambitieuse. Là, bon, tu sais, t'es mentoré par M. Couche-Tard, tabarouette. Comme là, il faut rêver grand, là, il faut rêver. Puis, une des choses qui change la donne aussi dans Cookit, c'est que là, on fait, je ne veux pas dire de l'innovation dans le modèle d'affaires, mais tu sais, moi, j'ai jamais fait ça, des acquisitions. Puis là, je me dis, ils m'en parlent, puis ça a l'air, je ne veux pas dire que ça a l'air facile, mais ça a l'air quand même assez facile. Puis tu sais, ils me le vulgarisent, puis ça a l'air le fun, puis ça apporte. Fait que tu sais, là, il y a ça qui commence à arriver chez Cookit, qui commence à faire partie de l'ADN de Cookit. Ce qui nous a ramené à faire notre première acquisition d'un compétiteur Cuisto. 300 clients à l'époque que Cookit en a 600 à ce moment-là. Donc, tu sais, ça vient nous donner un petit bum quand même. Ça nous apporte de l'expertise, une nouvelle gang. Puis, il y a l'acquisition de Miss Fresh qui a été un petit peu plus médiatisée, qui appartenait à Métro à l'époque, en décembre 2019. Très mauvais timing pour vendre une entreprise de kits à cuisiner, si vous me demandez mon avis. Mais excellent timing pour nous, en tout cas. Et tu sais, là, on acquiert Miss Fresh, ça nous donne une vitesse de croissance encore plus rapide. On vient doubler la taille de l'entreprise. Puis là, tu sais, dans une organisation, tu sais, nous, on est très marketing, Cookit, la gang de Cookit. On investit beaucoup de dollars en marketing. Tu sais, moi, je suis une présidente plus marketing, vente, commercialisation, produit. Tu sais, mettons, je serais plus à regarder des panels de marketing que des flow wrappers ou tu sais, des machines que ça m'intéresse, mais moins, mettons. Et là, avec l'arrivée de Miss Fresh, il y a comme un nouveau vibe qui rentre dans Cookit parce que là, tu sais, t'as d'autres, tu sais, fait que tu rentres, tu pars d'une entreprise qui ressemble à ça, puis là, tu vas chercher les forces d'une autre entreprise, puis après ça, tu as comme le melting pot de tout ça. Donc, tu sais, ça, c'est ce que l'arrivée de M. Bouchard apporte. C'est justement, tu sais, entre autres, les acquisitions, là, genre les acquisitions, le financement qui est dans le modèle d'affaires de Cookit, c'est quand même important. M. Bouchard qui est le champion de la croissance par acquisition. Et de là, ma prochaine question, est-ce qu'à un certain moment donné, vous avez été confronté à la décision, est-ce que je continue de croître? Est-ce que ça passe par des acquisitions? Ou est-ce que je vends mon entreprise? Est-ce que cette question-là, à un moment donné, a fait l'objet d'une réflexion pour vous? Non. Puis on se fait quand même approcher quasiment sur une base genre mensuelle. C'est quand même assez fou. Mais pour moi, il y a tellement de choses que je veux bâtir avec Cookit. Tu sais, j'ai vraiment pas dit mon dernier mot. Il y a tellement, justement, de nouveaux produits, de nouveaux projets. J'ai vraiment pas le sentiment du devoir accompli. Encore, je me sentirais un peu comme Gasper, le petit fantôme, là, qui a son œuvre inachevée. Là. Pour moi, Cookit, c'est l'œuvre de ma vie, puis elle est très inachevée pour l'instant. C'est vraiment le fun, ce qu'on est rendu. Je pense qu'un entrepreneur aussi, c'est important de se voir comme dans le futur. Moi, je sais qu'on est en 2021, mais tu sais, moi, je suis comme dans 3 ans. Puis pour moi, ce qu'on a comme commencé à mapper puis à écrire sur les tableaux puis tout, c'est comme déjà un peu ma réalité. Fait que non, c'est ça. Puis tu sais, je voyais là, certaines statistiques tantôt. Tu sais, avant, puis les chiffres se mélangent tout le temps, là, mais tu sais, nous, on a lancé en 2014. Le e-com, à ce moment-là, en alimentation, comme j'ai dit tantôt, il y en a très peu. Et jusqu'avant la pandémie, on aurait réussi à amener ça comme de 3 % des dollars dépensés en alimentation, en e-com, 3 %. Puis on a peut-être réussi à augmenter ça à 5-6 %. Puis ça inclut mes compétiteurs, Good Food, HelloFresh, Métro, qui a fait des investissements majeurs. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gros joueurs qui ont... Puis même à ça, l'adoption, elle était très, très lente. La pandémie vient fracturer complètement les habitudes de consommation des gens. Et là, je pense que la statistique que j'ai vue ce matin, c'était 18 % qui avait été dépensé en alimentation dans la dernière année. Puis ça, là,
les gens, ils y retourneront pas, là, dans le sens que ça va continuer à avancer, ça va continuer à s'accélérer. Tu sais, moi, mes enfants, j'ai 3 enfants, ils vont pas, tu sais, ils ont reçu ils ont reçu la bouffe par la poste toute leur vie, ils vont pas retourner comme... Pour certains besoins, oui, mais puis ça, on applique ça à l'alimentation, mais aussi, mettons, à l'industrie de la mode. Il y a beaucoup de gens qui se disaient, je vais commander une paire de jeans sur Internet, j'aime bien mieux l'essayer. Puis quand tu l'essayes, finalement, puis tu es comme, c'est vraiment cool de ne pas faire la file pendant 25 minutes pour essayer ma paire de jeans. Donc, tu sais, s'il y a comme le e-commerce a beaucoup évolué, c'est beaucoup adapté à la réalité des consommateurs. Fait que, il y a tout ça qui est en train d'arriver. Moi, je trouve que c'est une période, certes, un peu déprimante, là, parce que comme vous, je suis bien tannée du confinement aussi, mais d'un autre côté, c'est une époque incroyable qu'on est en train de vivre avec des grands bouleversements et ceux qui ont la chance d'en faire partie, c'est très, très excitant quand même. Un des secrets, d'ailleurs, de votre succès, ça a été l'anticipation d'une tendance. Vous avez même participé à la création de cette tendance des prêts à cuisiner. Comment on fait pour anticiper justement une tendance? Vous nous parliez tout à l'heure d'identifier un problème, d'identifier un problème et d'y trouver une solution, mais on est arrivé, une crise sans précédent a frappé le monde entier. Vous étiez là au bon endroit, au bon moment, avec une solution qui s'est avérée d'autant plus pertinente dans le contexte de la fermeture des restaurants, des salles de spectacle, des salles de divertissement. Comment on fait pour justement anticiper ces tendances émergentes, y mettre le pied et participer à ces technologies, à ces solutions de rupture? Si vous aviez un conseil à donner à des entrepreneurs qui nous regardent en ce moment? C'est vraiment, je t'écoute le dire, puis je suis comme, wow, c'est vraiment impressionnant, je suis vraiment un génie, c'est incroyable. Mais je pense il faut dire, vous avez le mérite, Judith, vous étiez dans les précurseurs, puis on regarde cette tendance-là, puis aujourd'hui, on se dit, en 2014, si j'avais eu cette idée, j'aurais pu la propulser. C'est ce que vous avez fait, et il y a probablement des entrepreneurs qui se disent, OK, what's next? Qu'est-ce qui s'en vient? Quelle est la prochaine bonne idée? Je pense que c'est très circonstanciel aussi. C'est de prendre un problème puis de l'adapter de façon différente. En 2014, le e-com, c'est pas 100% des dépenses, mais ça existe quand même depuis déjà très longtemps, là, dans le sens que ça fait, je sais pas, 5 ans qu'il y a des dollars qui commencent. Donc, des fois, on voit ça comme un peu, comment tu l'expliques, je trouve ça très, 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 très flatteur, mais je vois ça très gros aussi, parce que c'est comme se mettre la pression, comment on fait pour anticiper une tendance comme ça. Non, c'est juste qu'à un moment donné, en business, c'est ça, hein, tout le monde en a des idées. Là, le service à la clientèle de Cookit déborde de pleines idées de consommateurs. C'est de les mettre en pratique, la valeur ajoutée. C'est ça la vraie valeur. Le kit à cuisiner en 2014, il y a plein de monde qui y réfléchissent. Il y a juste très peu de gens qui se lancent. Puis je pense que c'est vraiment ça la nuance. Mais c'est ça, c'est pas... moi-même, à l'époque, je n'avais pas du tout l'impression que j'ai participé à une révolution. Puis j'arrêtais pas de dire, mais moi, je veux changer le monde. Puis tout le monde riait de moi. Là. Je me souviens qu'en 2014, tout le monde disait, ouais, c'est ça, genre toutes les startups dans le Myland disent tout ça. Puis j'étais comme, non, mais moi, je veux vraiment changer le monde. Puis j'ai comme l'impression d'y avoir quand même contribué d'une certaine façon en habitude de consommation. Fait que c'est ça. Fait que c'est justement, là, le e-com existait, l'alimentation existait, c'était une nouvelle façon, justement, on parle beaucoup de la charge mentale des femmes, mais moi, c'était une charge mentale que j'avais, donc, avec ma vision aussi féminine qui abordait comme un problème où ce que je voulais vraiment, moi, mieux me servir en tant qu'humain parce que j'avais à cuisiner 5 soirs par semaine. Puis ça, donc, il y a plein de façons qu'on peut faire de l'innovation en regardant les problèmes selon son persona peut être une façon. Judith, terminons cette fascinante discussion en jasant d'une idée préconçue à propos de l'innovation, c'est que c'est strictement une affaire de technologie. Quand on parle d'innovation, on a parfois l'image en tête de Steve Jobs et Steve Wozniak dans leur garage qui sont en train de construire Apple One, qui deviendra plus tard une des plus grandes, sinon la plus grande multinationale technologique au monde. Mais l'innovation, c'est loin d'être seulement une affaire de techno.
Ben non, clairement. Tu sais, puis justement, j'en parlais, mais après ça, je veux pas me lancer parce que je connais pas trop la théorie de l'innovation. Mais moi, je sais que je la vis concrètement. Tu sais, l'innovation, c'est plein de choses. J'ai comme l'impression que je vis plein d'innovations dans ma vie personnelle parce que je thrive à être une meilleure personne. Puis en début d'année, je regarde, puis qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer, pas juste en tant que gestionnaire, mais pour un jour être capitaine de bateau, admettons, tu sais. Fait qu'il y a comme plein de... Tu sais, fait que l'innovation en technologie, OK, cool, là, puis tu sais, Cookit, on utilise beaucoup la technologie, mais justement, tu sais, de prendre un produit, de continuellement l'innover, de prendre une façon de voir, tu sais, dans ta commercialisation, tu peux, tu sais, en tout cas, tu sais, ça peut être autant dans tes chaînes d'assemblage que comment tu fais du marketing, que comment, tu sais, c'est vraiment, pour moi, c'est comment on continue à améliorer nos trucs jusqu'à temps qu'on tombe sur quelque chose, là, tu sais. Judith? C'est la culture même de la start-up, puis on est quand même chanceux à Montréal, on a une super de belle communauté start-up qui vient feeder ça pour justement nous aider à innover nos mentalités. Et on vous souhaite des années de succès, d'innovation avec Cookit. Je suis persuadé que vous n'en êtes pas à vos premières années de succès et on va suivre ce parcours avec attention. Et merci surtout d'avoir inspiré, conseillé des générations d'entrepreneurs qui vous ont regardé aujourd'hui avec nous à l'Expo Entrepreneur. La meilleure des chances, le meilleur des succès, Judith. Merci beaucoup. Bye, bonne journée. Au revoir. Hey, dans un instant, tout le monde restait là. C'était vraiment une discussion fascinante de voir concrètement comment l'innovation inspire une culture d'entreprise, inspire les artisans aussi, tous les artisans d'une entreprise et d'un écosystème. On a vu que Judith a réussi depuis 2014 à transformer cette idée qui paraissait peut-être banale, triviale, bizarre, de mettre des aliments dans une boîte avec une fiche de recette et de les faire cuisiner. Cette entreprise-là connaît un succès monstre, a procédé à des acquisitions et devient, avec 700 employés, des milliers de clients, une référence en la matière partout au Canada. Donc, dans un instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va discuter de cette culture d'innovation, à quel point cette innovation-là est centrale dans la résilience de l'entrepreneurship québécois et comment peut-être que la crise qu'on a vécue et qu'on continue de vivre fait en sorte que l'innovation et la créativité sont au cœur de ce qui va permettre de relancer l'économie du Québec. Donc, on abordera les défis et les enjeux dans un instant avec 3 panélistes que vous ne voulez pas manquer. À tout de suite. Pendant une semaine complète, au mois de février 2019 environ, j'ai décidé d'appliquer pour la bourse Pierre-Péladeau, puis ça a été très fructifiant pour nous. Votre équipe est récipiendaire cette année d'une bourse Pierre-Péladeau d'un montant de 100 000 $. Wow! Wow! On est chanceux. Vous savez, Pierre Péladeau a été pour nous une grande source d'inspiration. Ce qu'on a voulu souligner, c'est de faire en sorte que sa mémoire soit aussi, encore une fois, une source d'inspiration. Et c'est la raison pour laquelle cette idée des bourses Pierre Péladeau est née. Avec mes coéquipiers, on a compris des lacunes scientifiques par rapport à ce qui était déjà offert sur le marché pour pouvoir justement développer une solution qui éventuellement va pouvoir permettre aux patients d'augmenter leur espérance de vie. Nous, on a développé le produit Mojo Heart. C'est une pompe cardiaque qui est grosse, mais qui est modulaire, ce qui fait en sorte qu'on évite la chirurgie à cœur ouvert. Et plutôt, on fait une toute petite incision au niveau d'une artère du patient, puis on vient passer à travers les vaisseaux du patient pour venir porter chaque morceau de notre pompe, un à la suite de l'autre, à l'intérieur du patient, puis construire notre pompe cardiaque. Donc, on vient éviter la chirurgie à cœur ouvert. C'est une histoire que je trouvais vraiment fascinante. C'est l'une des ascensions les plus fulgurantes, je pense, parmi nos anciens boursiers. Je pense que c'est important de faire en sorte justement de souligner cet effort et à partir de cette implication à l'intérieur du milieu de l'enseignement, cet accompagnement financier fait en sorte que justement c'est une espèce de formule qui permet donc de jumeler l'essentiel de la réussite. D'un côté l'éducation, de l'autre côté le financement, tout ça mélangé ensemble, ça fait des succès.
La bourse Pierre Péladeau et Québecor en soi a vraiment permis de débloquer, si on veut, cette espèce de crédibilité-là, d'avoir accès à un écosystème en entier qui nous a été ouvert justement par le fait qu'on avait un premier support, une première confiance d'une industrie au complet. On cherche à supporter les projets les plus novateurs, les projets les plus prometteurs, les projets qui vont aider à leur façon à transformer, à façonner le Québec de demain. C'est vraiment incroyable également l'accélération que ça nous a permis d'avoir parce que très tôt dans le développement d'une entreprise, c'est effectivement très difficile d'avoir accès à des fonds rapidement. Puis des très gros fonds, donc avec la Bourse Québecor. Puis si on compare là, avec les autres pompes sur le marché, ça leur a pris 15-20 ans à arriver à leurs premières études, alors que nous, après 2 ans, on avait déjà des études de compléter, des chercheurs à travers le monde qui nous apportaient leur soutien, qui ont même investi dans la compagnie. Donc c'est une belle validation de notre part, là, puis un succès pour les patients dans le futur. De cette bourse-là a découlé vraiment plusieurs accomplissements et le plus récent a été justement notre première approbation FDA, qui est un premier pas pour l'approbation de commercialisation éventuelle. Donc on est vraiment fiers de ça, on est éternellement reconnaissants. Je comprends pas comment on peut ne pas passer par PME Montréal quand on lance une entreprise sur l'île. C'est les premiers qui croient en toi. Tu sais, alors que les banques sont comme « mais t'as rien, t'existes pas ». PME Montréal, c'est les plus fins et les plus gentils du monde. PME Montréal, pour moi, c'est mes meilleures amies. L'aide qu'on leur fournit a un impact réel et immédiat sur leur entreprise. On est au cœur de l'écosystème entrepreneurial. On te donne accès à une multitude d'organismes et de talents au moment où ça compte. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Depuis quelques mois, le volume de transactions en ligne a bondi de façon anormale et plusieurs dirigeantes et dirigeants se demandent comment faire pour en profiter au maximum. Voici les calculs à faire avant d'y aller all-in dans le commerce en ligne. La question que beaucoup d'employeurs posent à leur CPA. Est-ce que j'ai besoin encore d'autant d'espace de bureau? Avant de déchirer votre bail, faites les calculs suivants. Rebonjour. Le témoignage de Judith nous a inspiré. Il faut dire que sa volonté, son amour pour l'innovation sont contagieux. Et d'abord, avant de passer au panel, j'aimerais me présenter, ce que je n'ai pas fait d'entrée de jeu. Pierre-Olivier Zappa, je suis journaliste économique pour le réseau TVA et LCN. Je suis animateur de l'émission À vos affaires à LCN tous les jours en semaine à 18h30. Je suis chef d'antenne et chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec dans les pages argent. On va poursuivre cette discussion sur l'innovation, son impact, son importance dans la vie de jeunes entrepreneurs surtout, des gens qui ont une bonne idée, qui veulent transformer cette bonne idée, qui sont peut-être aussi à la recherche de conseils et de ressources pour concrétiser leurs rêves. Alors, pour ce faire, on a un panel, redoutable panel à vous proposer aujourd'hui. D'abord, Franz Saint-Elmy, c'est le président et chef de l'exploitation de Ledartech. C'est une magnifique entreprise québécoise qui est à l'origine de microprocesseurs qui permettent aux voitures autonomes de circuler. C'est une technologie qui est assez fascinante. J'avais eu l'occasion d'ailleurs de parler avec les gens de Ledartech au dernier CES à Las Vegas l'an dernier et j'avais constaté l'intérêt incroyable de la part d'investisseurs étrangers, de gens de partout à travers le monde pour cette PME du Québec. Également Isabelle Foisy de l'accélérateur Québec Innove qui aiguille autour de 500 entreprises chaque année à aller vers les bonnes ressources, les bons conseils, les bons financiers pour réussir à croître et à mettre des idées au monde. Et également Marc-André Saint-Yves, qui est directeur au Conseil de l'innovation du Québec, le conseil qui est chargé de mettre en application et d'imaginer également une stratégie nationale de l'innovation chez nous. Alors bonjour à vous trois, merci d'être là aujourd'hui. Bonjour Pierre-Olivier.
D'abord, on a vu cet amour pour l'innovation qui est contagieux de l'entrepreneur Judith Fetzer. Rapidement, vous trois, j'aimerais connaître votre définition de l'innovation et le rôle que ça a joué dans votre parcours et dans le parcours d'autres entrepreneurs. Commençons, par Franz Saint-Elmy. En fait, d'abord, félicitations à Judith pour son succès. C'est extraordinaire. C'est atypique aussi en termes de croissance fulgurante. Donc, on est très fiers d'être associés à un succès comme ça. Pour moi, l'innovation, d'abord et avant tout, ça sous-entend une certaine discipline, ça sous-entend un cadre de référence, un cadre de travail. Donc, pour innover, on peut innover dans n'importe quel secteur, dans n'importe quelle façon. En fait, l'innovation, pour moi, c'est aussi d'innover dans notre façon de mettre la mise en marché, c'est d'innover dans nos façons de se financer, de structurer, de penser à résoudre des problèmes. Mais c'est aussi d'avoir une discipline pour rester focusé, rester résilient malgré les échecs. Donc, quand on regarde les grandes entreprises qui sont les plus innovantes, ce sont aussi des entreprises qui adoptent très bien le feedback, soit de leurs clients, soit de leurs partenaires, mais aussi qui ont des processus en place pour vraiment aller chercher de l'information ou du data pour prendre des décisions. Donc, nous, on met l'innovation dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit pour rester au de l'avant de notre industrie. Ouais. Madame Foisy, votre rôle est notamment celui d'aiguiller des entrepreneurs, de leur donner accès à des conseils, à des ressources. Pour vous, l'innovation? Bien, en fait, je vais reprendre un peu ce que Judith disait tantôt. En fait, elle a exprimé ça dans des mots d'entrepreneur, mais il y a une définition. Là. Il y a vraiment 4 types d'innovation. Elle les a presque toutes nommées dans ces mots. Puis je trouvais ça, c'était vraiment beau de l'avoir dire ça. Alors, entre autres, bien, il y a 4 types d'innovation. Il y a l'innovation de produits, on en a parlé, de procédés, de mise en marché, puis l'innovation aussi organisationnelle. Et puis, bien, c'est l'humain aussi qui est derrière ces innovations-là, qui est hyper importante. Puis en fait, au-delà de la définition, ce qui est intéressant, c'est de voir la raison pour laquelle on innove. Alors, on innove parce qu'il y a une menace ou on innove parce qu'on va saisir des opportunités. Puis en écoutant tantôt Judith, puis je sais qu'il y a plein d'entrepreneurs, de jeunes personnes qui sont avec nous ou de jeunes organisations, c'est super important de voir qu'est-ce qui fait qu'on innove et pourquoi on innoverait. Ça permet de la création de valeur pour notre entreprise. Ça permet aussi, on innove pour être plus productif, on innove parce qu'on veut être plus compétitif. Puis ça permet aussi d'ouvrir des nouveaux marchés. Alors, puis au-delà de cette définition-là, moi, je pense que dans la crise économique qu'on a présentement, vous l'avez vu, là, il y a eu beaucoup de menaces. Puis tantôt, je parlerai un peu du sondage, mais quand il y a des menaces, nécessairement, nos entrepreneurs veulent innover. Donc, on est capable aussi de voir qu'est-ce qui fait qu'on a un enjeu aujourd'hui, puis comment on fait pour régler cette problématique-là. Puis, tu sais, le titre de notre conférence, ça s'appelle « Innovation au cœur de la résilience ». Donc, la résilience est aussi hyper importante quand on veut innover. Puis, une des statistiques que vous avez dites au tout début de l'entretien avec Judith, c'est que vous avez dit qu'une entreprise sur 2 qui a changé son modèle d'affaires dans la dernière année. Mais quand on change notre modèle d'affaires, si on n'innove pas, puis on ne va pas chercher de l'aide, on ne va pas chercher des gens pour nous aider à collaborer, on en a là on a plein d'idées à pouvoir apporter, donc on innove certainement. Marc-André Saint-Yves, le besoin d'innovation est tel que le gouvernement du Québec a mis en place une stratégie nationale de l'innovation. On a un innovateur en chef maintenant au Québec. Il sera d'ailleurs l'invité de l'émission À vos affaires ce soir, 18h30 sur LCN. Mais parlez-nous du rôle du Conseil de l'innovation et de son importance qui est peut-être encore plus importante justement à l'heure où on se parle. Absolument, absolument. Mais je pense que d'abord, tout a été dit par Isabelle et Franz sur la définition de l'innovation. Puis, en ce sens-là, je pourrais peut-être rajouter que c'est une idée, mais qu'on transforme en solution. Quand on répond à une opportunité, quand on répond à une menace ou on veut saisir une opportunité, c'est important de voir l'innovation comme étant une solution. Donc, une adoption ou un transfert qui est fait sur l'économie, dans les entreprises et par les usagers. Et justement, en ce sens-là, le Conseil d'innovation a un rôle à jouer pour favoriser cette adoption-là, favoriser ce transfert-là et favoriser surtout le transfert de pratiques dans les entreprises pour qu'ils puissent améliorer leurs innovations, améliorer leur capacité d'innovation. Aujourd'hui,
on a eu un témoignage hallucinant là, de Judith là, tantôt là, qui nous contamine par son ambition et son entrepreneuriat, là, sa passion aussi. Puis il y a plein de startups aujourd'hui qui nous écoutent. Puis je vous dirais, allez-y, inspirez-vous de son discours de Judith parce que c'est très inspirant pour les années à venir. Vous allez pouvoir développer. Mais il existe aussi des entreprises peut-être un peu plus traditionnelles qui ont moins flirté avec l'innovation, pour qui il faudra aussi peut-être leur apporter des moyens, des outils, des capacités, des compétences pour être capables d'innover. Parce qu'eux aussi, ces entreprises-là qui sont plus traditionnelles, ont un rôle à jouer dans notre économie. Et là, aujourd'hui, le défi est grand. On parle de relance économique, bien entendu, mais on parle aussi d'autres pays, d'autres nations qui vont s'armer aussi de mesures et d'incitatifs pour que leurs entreprises, eux aussi, innovent, soient créatifs. Et donc, les marchés vont changer rapidement. Donc, c'est un point important parce que nos entreprises, je pense, vont avoir besoin d'aide et le Conseil d'innovation a été créé pour ça. Donc, d'abord et avant tout, d'écouter nos entreprises sur leurs besoins et d'aiguiller, justement, d'abord, recommander au ministre de mettre en place des mesures et d'aiguiller ces mesures-là en fonction des besoins là, sur le territoire. Vous l'avez bien dit, pour innover, ça prend une volonté, des compétences, ça prend aussi des sous, de l'argent, des moyens financiers. C'est peut-être un aspect qu'on a un peu mis de côté dans l'entrevue avec Judith. Pendant plusieurs années au Québec, on a dit que le capital de risque n'est pas suffisant, les gestionnaires de fonds sont peut-être frileux. Là, ensuite, il y a eu Ange Québec, il y a eu des fonds de capital de risque qui se sont mis de la partie. Monsieur Saint-Elmy, la question s'adresserait peut-être d'abord à vous. Est-ce qu'en ce moment au Québec, les jeunes entrepreneurs peuvent se tourner vers des solutions de financement? Et si on est une PME, qu'on est déjà en activité, est-ce qu'on peut aller chercher du capital, on peut aller chercher de l'argent pour propulser des projets? Absolument. En fait, pour répondre à la question, il faut segmenter. Je vais segmenter. Il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles pour un entrepreneur en démarrage. Il faut savoir où les trouver. Donc, au Québec, au Canada, on est choyé parce qu'il y a vraiment beaucoup de ressources qui peuvent aider, même au niveau de l'innovation, en faisant des partenariats avec des universités ou des centres de recherche, des centres de transfert de technologie. Donc, il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles. Il faut juste savoir où aller. Donc, une porte comme, par exemple, Québec Innove pourrait être une bonne porte pour aller chercher des ressources. Ceux qui sont dans les régions de Montréal peuvent aller à PME Montréal ou même à Québec International à Québec. Il y a beaucoup de ressources. Après ça, il y a ce que j'appelle le fonds de croissance. Et je pense qu'il y a de plus en plus d'investisseurs en capital de risque qui arrivent. C'est là où est-ce que l'entreprise est en phase d'investissement majeur, n'a pas nécessairement encore des revenus stables. Donc, c'est là que le capital de risque rentre en ligne de compte. Et c'est là qu'on est un peu plus faible. Parce que le capital de croissance, quand on est dans le cas de Cookit, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à mettre de l'argent. Mais au milieu, là où est-ce que c'est le plus névralgique, c'est là qu'au Québec, je pense qu'on a encore du travail à faire. Il y a une reconnaissance et une volonté. Je pense d'ailleurs, avec tous les changements qui arrivent avec Investissement Québec, c'est évident, on le voit. Maintenant aussi, même à la CDPQ, on voit qu'il y a un désir d'aller dans cette couche-là. Madame Foisy, on ne se rend pas de cachette. Nos PME, nos entreprises, nos entrepreneurs font face à une concurrence mondiale, font face à des gros joueurs qui ont les poches profondes. Pour Apple, Microsoft, développer une idée, ça peut passer par quelques milliards injectés pour acheter cette expertise, pas besoin de la développer. Mais pour une jeune entreprise au Québec, innover, ça peut coûter cher. Alors, vous êtes un accélérateur. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes entrepreneurs et moins jeunes qui veulent se lancer lorsqu'ils ont la volonté d'aller chercher des capitaux? En fait, il y en a. Je vais répéter ce que France disait tantôt, là, mais il y a vraiment des ressources, il y en a beaucoup au Québec. Il y en a au Québec, il y en a au Canada. Il s'agit pour les entrepreneurs de bien comprendre qu'est-ce qu'elles veulent faire, comment elles vont s'y prendre. Et puis des acteurs comme Québec Innove, on est là justement pour aiguiller vers les meilleurs experts et les meilleurs financements selon les besoins précis en termes d'innovation des entrepreneurs. Alors, quand on décortique cette machine-là pour une entreprise qui m'écoute, en fait, c'est de s'entourer de gens qui sont capables de les aider pour avoir des leviers intéressants pour justement leur permettre cette croissance-là. Et si elles sont en mesure d'aller chercher, que ce soit
parce que l'innovation, il y a tout un continuum de l'innovation, le dépendant. Est-ce que c'est risqué? Est-ce que c'est moins risqué? Est-ce que c'est plus de l'innovation fondamentale? Est-ce que c'est plus de l'innovation appliquée? Eh bien, ce que ça fait, c'est qu'il y a différentes sources qui sont disponibles. Il y a différents joueurs. Je pense entre autres au regroupement sectoriel de recherche industrielle qui sont un levier important pour les organisations. On a des centres collégiaux de transfert de technologie qui sont également là pour les aider au niveau de l'expertise, mais il y a des équipements aussi qui sont disponibles partout. Donc, plutôt que d'investir tous ces fonds propres, d'aller voir aussi qu'est-ce qui existe du côté public, puis aussi du côté privé, pour avoir une belle combinaison pour justement aider les entrepreneurs à maximiser leurs interventions, maximiser leurs fonds propres pour justement utiliser une diversité de fonds pour que ça fasse une équation gagnante pour elles. De là l'importance, Marc-André Saint-Yves, de bien s'entourer, surtout quand on est au stade de démarrage. Oui, absolument. Le stade de démarrage, c'est sûr que c'est vital pour une entreprise, mais je vous dirais que pour plusieurs entrepreneurs qui nous écoutent, qui est en questionnement pour démarrer ou vous êtes en démarrage, je vous dirais que c'est la meilleure école pour l'entrepreneuriat, OK? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on le souhaite tous partir d'une entreprise puis que ça fonctionne. L'exemple de Cookit en est un bon exemple. Mais même si le premier essai que vous faites ne fonctionne pas, vous allez acquérir des compétences. Ces compétences-là ne sont pas perdues. Et donc, vous allez devenir un meilleur entrepreneur, vous allez pouvoir vous relancer une deuxième fois, vous allez devenir un meilleur entrepreneur à l'intérieur de l'organisation. Donc oui, le support au démarrage est important. Il y a beaucoup d'accompagnement au Québec, comme Isabelle en a fait mention, pour l'entrepreneuriat, mais aussi pour l'innovation, pour le développement, pour la recherche, pour le développement de nouvelles solutions. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent vous aider là-dedans. Donc, vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup d'expertise. Il y a du financement, bien entendu, mais il y a beaucoup d'expertise aussi qui existe. Le mentorat, Judith en a parlé. Je pense que c'est une des clés du succès. Quand même, plus on a des mentors aguerris autour de nous, un réseau de gens inspirants qui sont capables de nous donner des trucs et aussi de nous éviter des mauvais coups, là. Ouais. Ben, souvent, on sauve beaucoup de sous. Moi, je me rappelle de ma première entreprise quand je l'ai démarré. C'était dans le domaine agroalimentaire, puis sur 4 tonnes de produits, on en a acheté 2 tonnes de produits. Ça vous donne une idée de la quantité. Fait qu'un entrepreneur apprend vite à ce moment-là. Quand on le paye, on le paye cher, on apprend vite. Mais c'est un apprentissage qui reste toute notre vie. Marc-André, j'aime bien le fait que vous abordiez la question des erreurs parce que Judith Fédière nous disait un peu plus tôt, 98% des projets qu'on met sur la table n'aboutiront pas nécessairement ou en tout cas ne se concrétiseront pas dans leur forme originelle et originale. France Saint-Elmy, l'importance de faire des erreurs dans votre parcours, entre autres chez les Dartec, quelle place occupent les erreurs et comment fait-on pour peut-être refouler la peur de faire des erreurs quand on démarre une entreprise? Bon, d'abord, pour innover, il faut aussi accepter qu'on va faire des erreurs. Donc, ça va de pair, sont interreliés, ce sont des vases communicants. Alors, il faut d'abord être conscient qu'on va faire des erreurs, mais c'est surtout aussi qu'on va apprendre de nos erreurs. Il y a l'expression en anglais, on dit « fail fast », si on échoue rapidement, mais c'est correct d'échouer, de reconnaître qu'on a échoué. Mais c'est surtout ce qui n'est pas correct, c'est de ne pas bâtir de nos échecs. Donc, on a souvent tendance à les enfuir ou à ne pas être à l'aise qu'on a échoué. Il faut embrasser les échecs parce qu'à travers les échecs, il y a de l'apprentissage. Nous, on utilise cet apprentissage-là comme outil de création de valeur et aussi comme outil d'apprentissage. Donc, nous, chez les Dartec, on a un cadre qui est quand même assez défini, malgré qu'on fait beaucoup de recherche et d'innovation, mais c'est un cadre qui est assez défini. Mais on a aussi un système qui est en place pour faire des post-mortem, pour avoir on dit un closed loop, un développement qui est une boucle fermée, qui nous permette de revenir sur nos acquis, mais aussi sur là où est-ce qu'on a échoué. C'est extrêmement important parce que cette mentalité d'aller chercher pourquoi qu'on a réussi, pourquoi qu'on a échoué. C'est ça qui nous permet de nous dissocier des autres. Parce que quand on comprend pourquoi qu'on réussit et pourquoi qu'on échoue, ben c'est très difficile de ne pas progresser. J'en profite, M. Saint-Elmy, pour rebondir sur un aspect qu'on a abordé avec Judith Fédière un peu plus tôt, l'anticipation des tendances. Judith Fédière avait anticipé qu'un jour, les gens,
rentrerait du boulot et d'ouvrir une boîte avec des échalotes françaises, des spaghettis, une boîte de sauce tomate, on met ça avec un mode d'emploi, ça allait séduire les consommateurs. Chez les Dartec, vous avez anticipé qu'un jour, ça ne prendrait pas de conducteur à bord d'une voiture pour se rendre d'un point A au point B. Et vraisemblablement, au cours des prochaines années, ce sera le cas. On pourra se déplacer à bord de voitures autonomes. Comment vous avez anticipé que la voiture, elle pourrait un jour se conduire par elle-même, alors qu'à l'époque, c'était plutôt un scénario de science-fiction? En fait, pour certains, ça l'est encore un scénario de science-fiction. Nous, on travaille très fort à réaliser ça. Mais je vous dirais que ce rêve-là, ce n'est pas un rêve de l'Edartec ou de Franz Saint-Hélémy, c'est un rêve de l'industrie. Il faut juste être à l'écoute de son marché, de ses clients. Nous, nos clients, on les voit à deux niveaux. Il y a le consommateur, l'utilisateur du véhicule, mais aussi les fabricants et les équipementiers qui vont là. Donc, le désir d'avoir un véhicule beaucoup plus sécuritaire, ça a toujours été un désir qui existait depuis des temps. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est à force de comprendre le pourquoi puis le besoin, qu'est-ce qui anime les besoins de sécurité, c'est là qu'on est arrivé essentiellement que le lidar allait devenir un élément clé, donner une troisième dimension à la vision de l'automobile, mais surtout aussi qu'on a compris que ce n'était pas un jeu de lidar, mais vraiment c'était un problème de système. Comment que les systèmes sont développés aujourd'hui par la base, sont complexes et coûtent très cher. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on peut trouver une méthode qui est plus élégante, moins chère, plus facile à intégrer et qui va permettre de démocratiser la technologie à une plus grande masse? Et c'est ça le pari qu'on fait, un peu comme l'a fait Mme Pfizer tantôt avec Cookit, c'est de dire comment est-ce qu'on peut démocratiser justement le prêt à cuire, donc à cuisiner. Oui. Mais vous, c'est pour les voitures autonomes. Ça me permet de rebondir avec vous, Mme Foisy, sur l'ambition des entrepreneurs. Est-ce que pour innover, nécessairement, il faut avoir de grandes ambitions? M. Saint-Hélémy vient d'évoquer sa volonté d'être chef de file. Est-ce qu'il faut être animé de cette volonté pour innover? En fait, tantôt, on a parlé de culture d'innovation. Alors, ça prend plein d'ingrédients. Je pense qu'il n'y a pas juste une liste d'ingrédients. Ça en prend plusieurs. On a parlé de résilience. Certainement que l'ambition, la nouveauté, vouloir se dépasser, être aussi à l'écoute de ce qui se passe dans son environnement, que ce soit, on parle beaucoup de développement durable, on parle de pénurie de main-d'œuvre, on parle de numérisation. Il y a toutes sortes d'éléments. Je pense qu'il faut être allumé, il faut être curieux comme entrepreneur. Puis ceux qui nous écoutent aujourd'hui, s'ils sont là, qui ont parti leur entreprise parce qu'ils ont certainement plusieurs de ces ingrédients-là. Alors, pour innover, ça prend des ingrédients de base, mais ça prend aussi de vouloir faire quelque chose qui est différent. Alors, on ne répète pas, ce n'est pas la machine à saucisses, mais comment on fait pour différencier notre produit ou notre conception ou notre organisation pour justement avoir une place sous le soleil qui va être différente de quelqu'un d'autre pour justement amener quelque chose de différent, de mieux, de modifié, qui va répondre à un besoin différent, puis d'être à l'écoute. Tantôt, on parlait de comment on fait pour imaginer la tendance de demain. Mais je pense que d'être à l'écoute, puis aussi de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, d'être ouvert sur le monde, nous permet aussi d'avoir, je pense, différents éléments, puis ces ingrédients-là vont venir de soi. Marc-André Saint-Yves du Conseil québécois, du Conseil de l'innovation du Québec, lorsqu'on parle justement de cette résilience, surtout en temps de crise, je vais me référer à une expérience personnelle pendant la pandémie. Plusieurs entrepreneurs me disaient, surtout au début, « Écoute, Pierre-Olivier, on n'était vraiment pas préparé à ça. Personne n'était préparé face à une telle crise, à l'ampleur d'une pandémie. Dans aucun de nos scénarios, de nos playbooks, si vous me permettez l'expression, il y avait une case « Voici ce qu'il faut faire en temps de pandémie ». Et pourtant, j'ai eu la nette impression, avec du recul, qu'il y a bien des entrepreneurs qui étaient préparés à faire face à une pandémie, mais peut-être qu'ils l'ignoraient. Et c'est peut-être dans leur ADN qu'on retrouve la résilience, cette volonté d'innover, qui leur a permis de rebondir, parfois de saisir des opportunités et même de croître pendant cette période de crise. Donc, j'aimerais aborder avec vous, lorsque l'entrepreneur fait face à un trou noir, quelle doit être sa réaction et qu'est-ce qui fera en sorte qu'il va pouvoir se relever et se relancer? C'est une excellente question, hein, parce qu'en fait, je pense que
d'entrée de jeu un entrepreneur? Parce qu'il existe des très bons gestionnaires d'entreprise, mais il existe avant tout des entrepreneurs qui l'ont dans leur ADN. Et cette capacité-là à rebondir, à voir les opportunités où il n'y a rien, où c'est le néant, c'est vraiment typique des entrepreneurs, selon moi. Maintenant, est-ce que ça s'enseigne? Je ne sais pas. Je pense que ça se vit. Je pense que les gens ils nous le témoignent quand on les entend parler. Mais comment être capable d'identifier dans un environnement très changeant, très chamboulant? Je pense qu'une très grande connaissance des marchés, plus on est collé sur son marché à lui, sur le client, sur l'utilisateur, comme Franz en a parlé tout à l'heure, lorsqu'il considère que oui, c'est bien, moi je vais vendre des pièces à un fabricant automobile, mais mon réel client, c'est l'usager. Donc la personne qui conduit, elle veut plus de sécurité, par exemple, dans le cas de l'Artec. Et donc, plus l'entrepreneur connaît son utilisateur à la fin, et donc plus il est en mesure de saisir ces opportunités-là. Donc, on parle de prédire, on parle de signaux faibles, mais est-ce que c'est vraiment prédire ou c'est saisir au bon moment les opportunités de manière rapide, de manière agile? Je pense qu'on est plus dans le deuxième cas de figure que de prédire, parce que de prédire les signaux faibles, beaucoup ont essayé, certains ont réussi, mais très peu. Donc, je pense qu'on est plus dans le deuxième cas de figure. Ouais. Et M. Saint-Yves, que pensez-vous de la culture du mentorat? On l'a abordé un peu plus tôt. Est-ce qu'elle est assez vive au Québec? Est-ce qu'on a développé cette culture du mentorat qu'on voit beaucoup ailleurs aussi à travers le monde? Pas assez selon moi. Il y a beaucoup de belles initiatives. Là, Judith en a parlé tantôt. Il y a le réseau M aussi qui existe à travers le Québec. Puis il y a des mentorats aussi d'affaires qui existent entre des pairs. Dans des régions, ça existe aussi. Donc, des entreprises qui prennent sous leur aile des jeunes entrepreneurs pour les aider. Et ça, c'est très beau à voir, c'est très inspirant à voir. Mais je pense que malheureusement, ça n'existe pas assez. Les jeunes entrepreneurs ont beaucoup besoin d'accompagnement, d'être sécurisés dans leur move, dans leurs décisions qu'ils vont prendre. Et ça, c'est décisif là, dans le parcours de l'entreprise du jeune entrepreneur. Donc, pas assez. Puis à l'inverse, il y a beaucoup de gens qui ont un savoir-faire, qui ont une expertise, qui aimeraient partager. Les entrepreneurs là, qui atteignent 70 ans, ils ne veulent pas arrêter, ils veulent continuer. Puis je dis 70, mais il y en a 55 aussi. Mais ils veulent continuer à partager. Et je pense qu'on devrait prioriser ça, ou du moins encourager ça davantage. Parce qu'on peut apprendre de ceux qui sont passés par là et qui ont toujours de bonnes idées, Mme Foisy. On l'a vu avec Judith Fetzer et son association avec Alain Bouchard, et c'est vrai pour une panoplie d'entrepreneurs au Québec. Oui, puis en fait, chez Québec Innove, en fait, on a à peu près 130 ambassadeurs de l'innovation, dont Cookit est un des ambassadeurs chez Québec Innove. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on met aussi en valeur, on parlait de mentorat, mais il y a plein d'entrepreneurs qui veulent parler à d'autres entrepreneurs pour leur partager leurs histoires de succès et leurs histoires d'insuccès parfois. Puis la même chose du côté des chercheurs ou des gens qui font de la recherche. Les chercheurs ont besoin de parler à d'autres chercheurs pour aussi être capables de s'inspirer. Donc, on parle de se faire inspirer, on parle de mentorat, mais on parle aussi de coaching d'affaires. Alors, il y a toutes sortes de niveaux différents dont on peut utiliser justement pour aider les entrepreneurs à devenir meilleurs, mais aussi aider nos chercheurs à comprendre aussi à qu'est-ce qu'ont besoin ces entrepreneurs-là, parce que souvent, il y a deux langages différents, là. On pense que nos chercheurs sont dans une boîte et nos entrepreneurs dans une autre boîte, mais j'ai tellement en tête d'histoires à succès où les entrepreneurs et les chercheurs ont parlé ensemble, ont fait des innovations incroyables. Donc, c'est ce mélange, cette collaboration-là, je pense, qui est aussi importante. Donc, les mentors, on peut les trouver dans toutes sortes d'environnements, mais sortir de sa zone de confort fait aussi partie de ça. Puis, si vous me permettez, tu sais, on a dit tantôt qu'il y a une entreprise sur deux qui a changé son modèle d'affaires. Puis on a à se fermer les yeux, on pense d'entrepreneurs qui faisaient de l'alcool, qui se sont mis à faire des savons désinfectants. Ils faisaient des jeans, ils se sont mis à faire là, des masques. Mais ces entrepreneurs-là ont innové, ont changé leur modèle d'affaires, ont changé aussi la chaîne de la façon dont ils faisaient les choses. Donc, cette collaboration-là, bien, on a besoin d'avoir des joueurs allumés, des mentors, mais aussi d'autres entrepreneurs et des chercheurs qui vont collaborer ensemble pour arriver à quelque chose d'encore mieux. Je pense que le mentorat, c'est une chose, mais ça passe par plein de choses également. M. Saint-Elmy, Mme Foisy vient d'aborder les centres de recherche, les instituts universitaires. Est-ce qu'à certains égards, peut-être dans certains domaines au Québec, on sous-estime le bassin de ressources et de connaissances qui regorge dans le milieu universitaire, dans le milieu de la recherche, et qui peuvent être utiles pour faire un maillage porteur pour nos entreprises?
Tout à fait. En fait, c'est un excellent point que vous amenez là. Parce que quand on regarde, on prend l'exemple de l'EDARTEC, on est justement le résultat d'une initiative de recherche à l'Institut national d'optique à Québec, qui est un des meilleurs centres d'innovation en optique au monde. On ne parle pas juste au Canada, au Québec, on parle d'un joyau à travers le monde. Et on a plusieurs chaires de recherche qui ont des renommées internationales dans nos universités, mais aussi dans nos cégeps. Alors, moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut exploiter mieux. Et évidemment, même avec le Conseil de l'innovation, c'est un des enjeux, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut justement être plus productif avec notre recherche et permettre à une plus grande part de l'écosystème d'entrepreneuriat de bénéficier de la recherche, mais aussi d'innover à partir des bases qui existent déjà. Parce que les chaires de recherche, mais aussi il y a toutes sortes de recherche industrielle. Quand on parle du CRIC, du CRIM, quand on parle de Milan, Ivado Labs, quand on parle aussi du centre de chaire de recherche à l'Université Laval, en optique, il y a énormément de ressources et c'est juste de les connaître, puis de les faire voir et les rendre plus accessibles à nos entrepreneurs. Donc, il y a des ressources, il faut en profiter, il faut aller cogner à différentes portes. Monsieur Saint-Yves, il y a un problème qu'on me rapporte au quotidien, que ce soit pour une PME qui est en croissance, une entreprise en phase de démarrage, c'est le problème de trouver des ressources humaines, de la main-d'œuvre, des travailleurs, des cerveaux, de l'expertise. Paradoxalement, au cours de cette crise, on a assisté à un phénomène où le taux de chômage était extrêmement élevé, mais dans plusieurs secteurs, on manquait de monde. On a mis le Québec sur pause, on a aussi mis l'immigration sur pause. Et pour la relance, on aura besoin de cerveau, on aura besoin de bras, de main-d'œuvre, d'expertise. Qu'est-ce que vous dites aux petits entrepreneurs qui cherchent du monde et qui n'arrivent pas à en trouver en ce moment? C'est une question qui est primordiale, la question que vous posez, la question de ressources et de main-d'œuvre. Je pense qu'on a un beau bassin de talent au Québec, honnêtement. On peut être fier du bassin de talent qu'on a ici. Il n'est pas réparti équitablement, malheureusement, sur le territoire. Et c'est encore plus vrai dans certaines régions. Donc, la pénurie de main-d'œuvre, la pénurie de talent, c'est vrai aussi en région. Ça peut être vrai aussi pour certains secteurs dans les métropoles ou dans les grands centres, mais c'est encore plus vrai dans les régions. C'est un défi. Que dire aux entrepreneurs maintenant pour comment les recruter? Je pense qu'on a parlé d'innovation, on a parlé de s'adapter. Je pense que les modèles d'affaires des entreprises aussi devront s'adapter pour être sexy. Je prends l'exemple de Ubisoft qui a démarré une filière à Chicoutimi. Mais à Chicoutimi, même s'il y avait un bassin de talent, il a quand même fallu qu'ils aient recruté un peu partout ailleurs au Québec. Donc, il faut être sexy pour aller recruter, aller s'approprier ces ressources-là un peu partout. Fait que je pense qu'on a un devoir à faire quand on est dans une entreprise un peu plus en région, puis on veut être attractif pour aller chercher des talents. Donc, il faut être justement un peu plus attractif pour ces jeunes-là qui veulent aller travailler en région. Et la pandémie a joué en notre faveur un petit peu. Moi, je le vois aussi. Je vois beaucoup de gens qui restent à Montréal qui ne juraient que par tout le vibe de Montréal qui est très intéressant, qui est le fun à vivre. Mais là, on les voit aujourd'hui dans le Laurentide, au Bas-Saint-Laurent, à Mauricie, en Estrie, on les voit un peu partout. Et là, finalement, ils découvrent une vie autrement en région. Fait que ça le joue un peu à notre faveur dans le cas des régions. Mais ça va rester un défi en soi. Maintenant, je ne peux pas me prononcer pour l'immigration. Bien entendu, c'est une politique nationale. C'est un enjeu de société. C'est une question de société à se poser. Mais je pense qu'on devra ouvrir à des talents à l'international. Ouais. Madame Foisy, vous vouliez réagir? Oui, mais en fait, je vous parlais du sondage qu'on a fait plus tôt cet automne. Alors, on a sondé 700 PME à travers le Québec, de 25 employés à 250 employés. Et une des questions qu'on leur a posées, bien évidemment, on leur a posé quels étaient les freins et les moteurs à l'innovation en temps de pandémie, mais un des pourcentages qui est ressorti, c'est que 70% des PME sont conscientes que l'innovation leur permet de relever des défis, dont celui de la productivité et de la main-d'œuvre. Donc, une entreprise qui est innovante est aussi en mesure d'aller chercher des gens qui
pour eux, l'innovation devient un critère de choix. Donc, les entreprises innovantes ont une capacité aussi d'aller chercher de la main-d'œuvre diversifiée, mais d'aller aussi, plus on est innovant, plus on est capable d'aller chercher des gens, on devient attractif. Donc, moi, j'aimerais ça mettre ça dans l'équation. Oui, on peut parler certainement d'immigration, mais le fait qu'on soit innovant nous amène à voir plus loin. Puis l'autre statistique du sondage aussi qui est intéressante, c'est qu'une entreprise qui a un conseil d'administration ou un comité de direction permet aussi à l'entreprise d'être plus innovante. Et donc, comme le conseil d'administration ou le comité de direction ou le comité aviseur fait partie, si vous avez ça comme PME, là, j'ai fait une conférence il n'y a pas très longtemps au Santec justement sur la gouvernance et comment est-ce que ces modèles de gouvernance-là sont aidantes pour les entreprises. Bien, ça leur permet d'avoir des gens qui croient aussi à la pérennité de leur organisation. Donc, vous n'êtes pas seul maître à bord de votre organisation. Il y a d'autres joueurs qui veulent aussi vous aider à être pérennes. Et les entreprises qui ont un conseil d'administration sont celles qui sont les plus innovantes, celles qui exportent le plus. Et donc, c'est des outils qui sont disponibles pour vous, justement pour vous rendre attractifs, plus productifs et innovants. Franz Saint-Elmy, il faut innover dans nos méthodes de recrutement pour séduire les cerveaux dans votre cas? Tout à fait. En fait, c'est intéressant parce que pendant qu'Isabelle parlait, je me dis, il y a tellement d'entrepreneurs qui ont trouvé des façons créatives de combler des besoins en ressources. Par exemple, il y a toutes sortes de plateformes aujourd'hui numériques qu'on peut utiliser pour aller chercher des employés qui font du freelance ou qui offrent leurs services. Donc, réduire les barrières physiques en utilisant le web et les plateformes de partage, aussi ce qu'ils appellent le gig economy. Donc, il y a beaucoup de gens qui offrent leurs services, même à temps partiel, malgré qu'ils ont un emploi à temps plein, ils veulent contribuer, ils ont du temps. Nous, dans notre cas aussi, on utilise la collaboration. Donc, pas être obligé de sentir qu'on doit tout faire à l'interne. Il faut avoir une stratégie aussi pour avoir des partenaires, de collaborer avec des partenaires, pas juste des partenaires locaux, mais des partenaires dans tous les secteurs qu'on pense qu'on peut aller chercher de l'expertise unique. Comme nous, chez LedArtec, par exemple, au lieu de développer certaines technologies, on collabore, on utilise cette faiblesse-là comme une de nos plus grandes forces. On a le joueur numéro 1 ou numéro 2 dans chaque créneau qu'on a des partenariats qui sont avec nous. Alors, par défaut, on devient aussi numéro 1, numéro 2 dans ces créneaux-là. Donc, innover pour collaborer pour mieux innover, ça, c'est important. Le dernier point, non le moindre, Marc-André l'a dit tout à l'heure, mais Isabelle aussi, c'est-à-dire, quand une société a à cœur ses employés et elle porte l'humain au-delà de sa vision, mais aussi de ses valeurs, c'est intéressant. Recruter devient un moins grand enjeu. Donc, recruter, ce n'est pas l'enjeu. Pour nous, notre enjeu, c'est de s'assurer qu'on retient les bonnes personnes. Parce que recruter, en avoir à l'entrée, on n'a pas ce problème-là parce que pour nous, on a des valeurs qui attirent beaucoup de gens. Madame Foisy, M. Saint-Yves, Marc-André Saint-Yves a abordé un peu plus tôt la dynamique de l'exode des grands centres. Avec la pandémie, on a tous envie d'aller prendre une bouffée d'air frais dans la forêt et de s'éloigner des centres-villes complètement déserts. Il y a fort à parier que bientôt, la dynamique va peut-être s'inverser, qu'il y aura un retour dans les grands centres. Mais est-ce que pour innover, il nous faut absolument des hubs, des centres d'innovation? On a toujours en tête le fantasme de la Silicon Valley en Californie. François Legault a déjà évoqué son projet Saint-Laurent d'avoir des hubs d'innovation. Est-ce que d'avoir une concentration d'innovateurs, de cerveaux, selon vous, permet de propulser l'innovation? Moi, je pense que de poser la question, là, c'est d'y répondre. Alors, tu sais, on parle des zones d'innovation, on parle de comment est-ce que les entrepreneurs, le gouvernement ainsi que les centres de recherche peuvent contribuer à travailler en collaboration. C'est comme une synergie, c'est comme une ville. Comment cet équilibre-là peut bien fonctionner? Moi, je pense que ça se passe partout au Québec, ça se passe pas qu'à Montréal, ça se passe dans toutes les régions du Québec. Il faut mettre encore plus
en évidence ce genre de réalisation-là. Je pense également que plus on sera doté de synergie entre la région ou le secteur d'activité qui est propre à une région avec justement cet écosystème-là, je pense que c'est hyper captivant. Je pense que ça permet aussi à des gens de se rallier vers des sujets, d'avoir des expertises qui peuvent se développer en profondeur. Qu'on appelle ça Silicon Valley, zone d'innovation, hub d'innovation, écosystèmes régionaux d'innovation. Puis Marc-André, c'est la bonne personne pour vous parler de ça parce qu'il a fait toutes ses études universitaires, en gros, là-dessus. Moi, je retournerai la question à Marc-André pour qu'il puisse vous en parler davantage. Mais pour moi, c'est certainement la clé du succès. Marc-André? C'est ça, tu m'as mis sur le spotlight. Merci, Isabelle. En fait, oui, je pense aussi, comme Isabelle te pose la question, c'est d'y répondre. La proximité est un des facteurs clés d'un partage d'une culture, de pouvoir justement remédier à des problématiques communes, de vouloir travailler ensemble et de développer des forces communes. Quand on parle à l'échelle d'une région, on a plusieurs acteurs qui sont présents dans cette région-là qui peuvent contribuer à cet effort de guerre-là pour régler cette problématique-là. Et ça devient puissant. Cette synergie-là devient très, très, très puissante, tant pour le développement régional que le développement d'une économie à l'échelle de l'État, à l'échelle de la province. Et je pense que c'est un peu ce pari-là que le gouvernement en place veut faire présentement en implantant des zones d'innovation plus sectorielles, plus géographiquement ciblées aussi, c'est-à-dire de mettre les forces en place à travailler ensemble pour renforcer l'innovation dans les entreprises et renforcer le secteur d'activité et du coup renforcer l'économie. Mais il y a une condition sine qua non, c'est bien entendu la synergie, la collaboration qui va exister entre ces acteurs-là. Ouais. Et ça va rester le défi à mettre en place cette collaboration-là. Mais Franz Saint-Elmy, ça ne veut pas dire que c'est parce qu'on est en région qu'on ne peut pas innover et d'avoir les moyens de le faire, parce qu'en ce moment, il y a des entrepreneurs de partout au Québec qui nous regardent, là. Absolument. En fait, encore plus vrai que quand on est en région, c'est encore plus vrai. C'est important, l'importance d'innover, de penser différemment et de voir aussi le fait d'être en région comme un avantage. Donc, et tourner ça à notre avantage. Moi, je pense que c'est tellement clair que la force des régions, c'est aussi leur résilience. Et utiliser ça comme outil ou comme vecteur de relance, ça, ce sont des choses qu'on voit. On le voit souvent quand on a des cohortes. Ceux qui viennent des régions, souvent, ils ont tendance à être en mode solution parce que dans leur psychologie, il faut qu'ils trouvent des solutions. Ceux qui viennent des grands centres sont en mode de mettre le problème sur la table. Donc, il y a une résilience des gens qui sont en région, une créativité, trouver des solutions, puis il y a une énergie. Alors moi, je pense que ce n'est pas un problème. Innover en région, ça a toujours été un avantage. Ce qui m'amène à parler, Mme Foisy, de l'École d'entrepreneurship de Beauce. C'est pas pour rien pourquoi les Beaucerons hébergent un des pôles de l'entrepreneuriat au Québec. Est-ce que ça nous en prendrait plus d'écoles d'entrepreneurship? Je ne sais pas si ça en prend plus, mais ça prend des participants, en tout cas. Moi, je pense qu'il faut s'éduquer, il faut être capable aussi d'échanger avec d'autres de notre gang ou d'autres similaires à nous pour être capable justement de voir qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné. Je pense qu'à l'École d'entrepreneurship de Beauce, puis à d'autres écoles où on met l'entrepreneurship au cœur des discussions, c'est pas que ce qu'on apprend, mais c'est la façon dont on apprend. C'est comme c'est un ensemble. Je sais qu'on fait du sport, c'est pas que l'hygiène d'apprentissage, mais c'est l'hygiène de vie d'un entrepreneur. Donc, comment on fait pour mettre tout ça ensemble? Je ne sais pas si ça en prend plus pour répondre à votre question, mais certainement que c'est bon parce que celles qui fonctionnent et celles qui ont des étudiants ou qui ont des participants, moi, ce que j'entends, c'est que c'est extraordinaire. Ça m'amène aussi à parler des jeunes parce que je sais, entre autres, qu'à l'École d'entrepreneurship de Beauce, ils donnent aussi des camps d'été pour les jeunes, notre relève, là. Et donc, c'est quelque chose qu'on doit mettre en place, pas juste quand on est rendu mettons, plus mature, je vais dire ça comme ça, mais c'est quelque chose qu'on doit développer dès notre jeune âge, ce réflexe-là,
Puis moi, j'appelle beaucoup ça le réflexe de l'innovation, mais appelons-le le réflexe de l'entrepreneuriat, si vous voulez, aujourd'hui, parce qu'on a plusieurs entrepreneurs. Mais ce réflexe-là, il faut aussi pas l'étouffer. Il ne faut pas dire « Oh non, ça ne fonctionnera pas ». C'est aussi dans la façon dont on élève nos jeunes, comment on fait pour s'assurer qu'on met on est entrepreneur, on le dit, là, au Québec, on est une société d'entrepreneuriat et 98% de nos entreprises au Québec, ce sont des PME. Bien, mettons ça au service, justement, de notre économie, puis soyons positifs dans la façon d'aider nos jeunes à devenir nos entrepreneurs de demain. Monsieur Saint-Elmy, je vais rebondir sur ce que Mme Foisy a évoqué en parlant de l'importance d'avoir des lieux communs comme l'école d'entrepreneuriat de Beauce, où les gens se rassemblent, réfléchissent ensemble, trouvent des solutions, développent leurs talents. C'était le cas d'un paquet de salons avant la pandémie. Je veux dire, il y avait des salons d'expo, il y avait des lieux, des chambres de commerce qui organisaient des événements. Ça permettait aux gens de se rencontrer, d'avoir des lieux de socialisation, d'échange qui devenaient les bourgeons de gros projets. La pandémie nous a éloignés les uns des autres. C'est vrai dans notre cercle familial, personnel. C'est aussi vrai dans notre cercle professionnel et dans le milieu des affaires. Selon vous, est-ce que ça nuit en ce moment à l'innovation, le fait qu'on n'ait plus ces moments de rassemblement physique? Oui, la réponse, c'est à court terme, non. Si ça perdure, la réponse c'est définitivement oui. À court terme, on a innové, on a gagné parce qu'aujourd'hui, là, on est capable de fonctionner. Regarde, on a l'Expo Entrepreneur virtuel. Pensez ça il y a 1 an et demi de ça, ou 18 mois, on n'aurait jamais pensé ça parce on l'aurait probablement éliminé tout de suite. Là, après la pandémie, probablement, on va avoir un modèle hybride qui va inclure les deux, qui va permettre à plus d'entrepreneurs québécois partout à travers la province de participer. Donc, je pense qu'à court terme, on a gagné. Mais c'est clair que être entrepreneur, c'est isolant. Tu as besoin de d'être entouré de gens qui vivent les mêmes émotions que toi, qui vivent les mêmes problèmes que toi pour échanger, pour partager. Puis cette présence physique, elle est aussi essentielle sur la psychologie de l'entrepreneur. De dire, hey, moi, je me plains que ça va mal, mais elle, my gosh, elle a des enfants, elle a toutes sortes d'emplois, elle vit une hyper croissance. Alors, donc, je peux carburer sur l'énergie de Judith, par exemple, ou en parlant à des personnes physiquement en les voyant. Je pense qu'à court terme, ce n'est pas un enjeu, mais à moyen terme, c'est sûr que ça va être un enjeu. Mais si on est capable d'utiliser les acquis qu'on a gagnés de la pandémie, puis de les mélanger avec ce qu'on avait auparavant, on sort tout le monde gagnant. Marc-André Saint-Yves, là-dessus, sur le carburant de la socialisation pour innover? Bien, la socialisation pour les entrepreneurs, clairement, comme France l'a dit, ça l'aide, ça l'appuie, puis c'est vitalisant pour les entrepreneurs. Ils en ont besoin, tout à fait. Mais aussi pour certaines autres entreprises, ça demeure une source d'inspiration. Les trade shows, les fameux trade shows lesquels on participe, les Hanover Messe de ce monde, on va s'inspirer là aussi. On va regarder ce qui se fait ailleurs, on va regarder ce qui se fait, puis on est capable de se transposer un peu plus loin. Puis ça nous inspire quand on revient dans notre entreprise pour mettre en place des nouvelles pratiques, des nouveaux modèles, des nouvelles façons de fonctionner, d'inspirer les autres. Et ça, c'est sûr que c'est l'esprit créatif là, qui est nourri. À court terme, ces gens-là, peut-être, ils vont mettre une pause sur certaines pratiques qu'ils vont mettre en place. Ils vont devoir revoir leur façon de faire parce que là, on travaille tous à distance. Là, qu'il y a eu déjà là une bonne portion des changements qui ont été faits à l'interne. Puis là, il faut s'acclimater à ça. Mais je pense que c'est aussi une opportunité pour essayer de voir justement quel était ce lien-là entre l'inspiration que j'avais dans les fameux trade shows et ma façon d'innover à l'interne, ma source d'inspiration. Et peut-être que je pourrais diversifier là, ma source d'inspiration. Une fois que j'ai compris ça, peut-être que je pourrais diversifier mes sources d'inspiration, peut-être connaître davantage mon marché, peut-être participer à d'autres types d'activités qui pourront justement mettre en place, changer mes pratiques à l'interne et d'être plus compétitif sur les mêmes marchés. Moi, je vois là une opportunité, honnêtement. Bon, je vais vous permettre à vous trois un mot de la fin. D'abord avec vous, Marc-André Saint-Yves du Conseil de l'innovation du Québec. Je veux que vous donniez un conseil à l'entrepreneur ou à la personne que vous étiez il y a
une vingtaine, une trentaine d'années. À l'époque, vous étiez peut-être en stade de démarrage, d'idéation. Quel est le plus précieux des conseils que vous pourriez vous donner à vous-même à cette époque? Et je comprendrai que cette question nécessite peut-être quelques secondes de réflexion. Donc, M. Saint-Yves, le conseil que vous donneriez? Bien, je vais répéter le conseil qu'on m'a donné à ce moment-là, mais que je n'avais pas bien saisi, en fait. Puis qu'aujourd'hui, je saisis sa pleine pertinence. Savoir bien s'entourer. Quand on dit ça, une fois je suis sûr qu'il y a plein d'entrepreneurs qui vous êtes fait dire ça, vous brassez les oreilles en disant « Oui, il faut que tu saches bien t'entourer ». Bien t'entourer, ça ne veut pas dire t'entourer en nombre, mais plutôt en qualité. C'est ce que je pourrais dire aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de gens autour de vous, mais il y a certaines personnes autour de vous qui vont faire toute une différence. Et ceux-là, on les compte sur les doigts de la main. Un judicieux conseil. Pour vous, Mme Foisy? Moi, je dirais oser. Je dirais oser parce que faut sortir de notre zone de confort. Puis moi, c'est un conseil qu'on m'a donné de ne pas hésiter d'aller demander de l'aide, oui, mais oser d'aller demander de l'aide à la personne que vous pensez qui va vous aider pour vrai. Puis si c'est d'appeler Elon Musk, bien, appelez Elon Musk. Trouvez les gens qui vous inspirent, mais restez pas votre beau-frère, votre belle-sœur, votre comptable, votre avocat. Restez pas dans votre cercle. Ceux-là, ils vont vous aider toute votre vie, peu importe. Mais osez aller demander de l'aide à ceux qui vous pensent peut-être différemment de vous, qui sont précurseurs, que vous admirez. Puis ces gens-là, là, des gens qui sont impliqués, des gens qui ont réussi ou des gens que vous admirez, bien moi, j'en connais pas beaucoup qui ne sont pas prêts à prendre un café, spécialement là, dans le virtuel, dans ce qu'on a. On a une opportunité incroyable de rentrer dans le salon des gens. On rentre chez les gens en ayant là, de façon virtuelle. Fait que moi, je dirais, osez, allez voir ces gens-là. Mettez-vous, ouvrez votre jeu, essayez d'aller voir comment est-ce que ces gens-là peuvent être utiles pour vous, pas juste à court terme, mais de bâtir cette relation-là. Donc, oui, c'est plus difficile de bâtir des relations quand on est à distance dans le virtuel, mais il y a quelque chose d'intéressant qui nous permet d'aller chercher 15 minutes chez quelqu'un qu'on n'aurait peut-être pas de façon différente. Alors, osez de vous entourer. C'est comme, je fais comme quand le jeu que je faisais avec mes enfants, on part en voyage, puis on ajoute dans la valise, là. Donc, ouais. J'ajoute sur ce que Marc-André a dit, la collaboration. Puis moi, je dis, osez la collaboration, puis sortez de votre zone de confort. C'est noté. Et le mot de la fin à vous, Franz Saint-Elmy, président et chef de l'exploitation de l'Edartec. En fait, il y aurait tellement de choses que je pourrais dire. Je peux peut-être le résumer à deux choses. La première, c'est que essentiellement, on m'a fait comprendre très tôt dans mon processus que être entrepreneur, c'est aussi isolant. Donc, et il faut savoir, comme le disait Isabelle, mais aussi Marc-André, savoir s'entourer, mais être conscient que ça va être dur. Donc, il va y avoir des moments difficiles, puis que ça fait partie de la game. Ce ne sera pas nécessairement toujours rose. Donc, il faut vraiment être conscient que ça va être difficile, donc bien s'entourer. Deuxième point, et c'est probablement le plus important, c'est que du moment que tu entreprends, que tu deviens un entrepreneur, tu deviens vendeur. Et tu vas vendre un concept, tu vas vendre une idée, tu vas vendre un produit, tu vas vendre un service, tu vas vendre ta compagnie. Il faut, en tant qu'entrepreneur, savoir qu'on est toujours sur la scène. Chaque instant qu'on a, c'est le temps de vendre notre idée, notre entreprise, notre savoir-faire. Et ça, je ne l'ai jamais oublié, ça a toujours été un réflexe que je regarde chez tous les entrepreneurs que je rencontre. Sont-ils capables de vendre leur salade? Sont-ils capables de vendre leurs produits, leur compagnie? Puis ceux qui le réussissent, ils ont des succès francs. Tu parlais de Elon Musk, tu parlais de Steve Jobs, et pourtant, ce n'est pas des gens qu'on considère être des vendeurs, mais ils sont tout le temps en mode vente. Vous avez raison et on le réalise pleinement aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, vous trois, vos conseils ont valu de l'or et je suis persuadé qu'ils ont inspiré des générations d'entrepreneurs qui sont à l'écoute et qui souhaitaient avoir votre vision de l'innovation. Alors, merci à vous, Marc-André Saint-Yves, Isabelle Foisy et Franz Saint-Elmy et je vous souhaite une excellente journée. Ça fait plaisir, merci beaucoup. À toi aussi. Merci Pierre-Olivier. Bien, merci tout le monde d'avoir été là pour cette séance de discussion et de partage avec Judith Fetzer d'abord et ensuite avec nos trois panélistes. C'est vraiment inspirant et ça nous donne des clés pour ouvrir différentes portes dépendamment de l'étape à laquelle on se retrouve dans notre parcours d'entrepreneur, qu'on soit en démarrage, en idéation ou encore en croissance, voire même pour les plus chanceux d'entre vous en hypercroissance.
Donc, voilà ce qui aura permis de prendre un moment d'arrêt. Et ça fait du bien de prendre ce genre de moment d'arrêt pour réfléchir et aller au-delà du simple terme innovation. Alors, merci d'avoir été là. Ici Pierre-Olivier Zappa. À partir de la SAT, la Société des arts technologiques, je vous souhaite une excellente journée.